La veuve s'installa dans un tunnel creusé dans la roche, mais elle n'imaginait pas ce qu'elle y trouverait. Pendant 2 ans, tous les habitants de la ville l'avaient traitée comme une paria, lui répétant que son mari l'avait abandonnée jusqu'au jour où, au bord de l'effondrement, elle décida de partir à l'aventure avec ses 3 enfants, sans savoir que ses pas étaient guidés vers l'impossible. Au milieu de nulle part, elle trouva un tunnel abandonné à l'intérieur d'une montagne. Ce qu'elle y découvrit changea tout. La vérité sur son mari, un secret enfoui sous des tonnes de roches et quelque chose de plus grand que personne ne l'imaginait. Mais le passé ne pardonne pas facilement, et certains tueraient pour que ce secret reste enterré à jamais. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires. Avez-vous perdu quelqu'un d'important et cela a-t-il changé votre vie? Cliquez sur le bouton « J'aime » et plongeons dans l'histoire. Le matin où Catherine Dubois reçut la dernière insulte sur la place de Digne-les-Bains, quelque chose se brisa en elle pour toujours. Elle était sortie tôt avec ses 3 enfants. Étienne, 11 ans, Lucie, 8 ans, et le petit Thomas, à peine 5 ans, en direction du marché, essayant de faire durer les dernières pièces qui lui restaient pour acheter des haricots et du pain. Le soleil venait à peine de se lever quand elle entendit les rires. D'abord, elle pensa que c'était son imagination, que la fatigue et les nuits blanches la trompaient, mais non, c'étaient les voix habituelles, les commères qui se rassemblaient près des étals de légumes, les mêmes qui la saluaient autrefois avec affection, celles qui la regardaient maintenant comme si elle était une bête curieuse. « Tiens, voilà la délaissée », dit l'une d'elles assez fort pour que Catherine l'entende. 2 ans déjà et elle joue encore les éplorés. Il doit être heureux à Marseille avec une autre famille, plus jeune, plus jolie. Catherine serra la main de Thomas plus fort que nécessaire. Le garçon la regarda avec des yeux effrayés, mais ne dit rien. Lucie marchait la tête basse, comme elle le faisait toujours quand elle savait que les commentaires allaient fuser. Seul Étienne marchait droit, les poings serrés, comme s'il voulait se défendre contre des mots qu'il ne pouvait pas frapper. « Mon père ne nous a pas abandonnés », murmura le garçon entre ses dents, mais personne ne l'entendit. Catherine continua de marcher, feignant de ne rien entendre, que le monde autour d'elle n'existait pas, mais chaque mot était une pierre qui lui tombait sur la poitrine. 2 ans, 730 jours depuis qu'Henri était parti à l'aube avec son sac à dos usé, ses chaussures de chantier et un sourire fatigué mais plein d'espoir. « C'est temporaire, ma chérie », lui avait-il dit sur le seuil en lui embrassant le front. « Un chantier dans la montagne, près de Gap, c'est bien payé. Je reviens dans 3 mois et on part d'ici, je te le promets. » 3 mois se transformèrent en 6, 6 en 1 an, et puis le silence. Personne ne savait rien. L'entreprise de construction qui l'avait embauché avait fermé brusquement. Les bureaux étaient vides. Personne ne répondait aux appels. Personne ne donnait d'explication. Et à Digne-les-Bains, les gens commencèrent à murmurer. « Il est sûrement parti avec une autre », disait-il. « Ces hommes ne changent jamais. Ils laissent leur famille sur le carreau et s'en vont. » Catherine essaya de le défendre au début, de montrer les lettres qu'il lui avait écrites, d'expliquer qu'Henri était un homme bon, travailleur, fidèle. Mais la ville ne voulait pas écouter. La ville voulait des ragots, du sensationnel, de quoi parler pendant les après-midi chaudes en attendant que le temps passe. Ce matin-là, après avoir acheté un demi-kilo de haricots et une baguette de la veille, Catherine retourna dans sa chambre de location, une petite pièce humide en périphérie de la ville où ils dormaient tous les 4 sur 2 vieux matelas, et s'assit sur le sol en terre battue. Les enfants la regardaient sans parler. Ils savaient que quelque chose n'allait pas. Ils savaient que maman était brisée. « Maman », demanda Lucie d'une voix tremblante, « ça va ?» Catherine ne répondit pas tout de suite. Elle fixa le plafond en tôle, écoutant le bruit des voitures qui passaient dehors, l'aboiement des chiens errants, les voix des voisins qui parlaient aussi d'elle, disant toujours la même chose. Alors, quelque chose bougea en Catherine. Ce n'était pas de la colère, ni de la tristesse, c'était quelque chose de plus profond, de plus ancien. C'était l'instinct de survie d'une femme qui n'avait plus rien à perdre.
Elle s'agenouilla sur le sol, ferma les yeux et parla à voix basse, presque dans un murmure. « Mon Dieu, si vous m'entendez encore, guidez mes pas, car seul, je n'en peux plus. » Étienne, Lucie et Thomas restèrent immobiles, observant leur mère prier comme ils ne l'avaient jamais vue le faire. Ce n'était pas une prière tranquille, c'était un cri silencieux, une supplication désespérée de quelqu'un au bord du gouffre. Quand Catherine ouvrit les yeux, elle avait pris une décision. « Faites vos sacs, prenez ce que vous pouvez porter », dit-elle d'une voix ferme, essuyant ses larmes du revers de la main. « Oh, on s'en va d'ici, maintenant !» Les enfants la regardèrent, confus. « Où ça, maman ?» demanda Étienne. Catherine n'avait pas de réponse. Elle n'avait pas de plan, pas d'argent, pas de destination. Elle n'avait qu'une seule certitude. Rester à Digne-les-Bains signifiait mourir à petit feu sous le poids de l'humiliation et de l'abandon. Mieux valait mourir en marchant, en cherchant quelque chose, en luttant, que de rester là à attendre que le monde finisse de l'écraser. Ils prirent 2 sacs en toile, y mirent des vêtements, une couverture élimée, une petite casserole et le reste du pain. Catherine garda sur son cœur une photo froissée d'Henri, la seule qu'elle avait. Il y souriait, les yeux plissés par le soleil, les mains dans les poches, et cette expression d'homme bon qui n'avait jamais pu prétendre être autre chose. Ils partirent à l'aube du lendemain, avant que les voisins ne se réveillent. Ils marchèrent vers le nord, en suivant la route qui menait à Gap, car quelque chose dans le cœur de Catherine lui disait que la réponse se trouvait là, dans la montagne. Peut-être ne trouverait-elle pas Henri, peut-être ne connaîtrait-elle jamais la vérité, mais au moins elle mourrait en cherchant, pas en attendant. Ils marchèrent pendant 3 jours, mangeant ce qu'ils pouvaient mendier dans les petits villages, dormant sous les arbres, au bord des chemins de terre, enveloppés dans l'unique couverture qu'ils avaient. Thomas pleurait de fatigue, mais Étienne le portait sur son dos sans se plaindre. Lucie marchait en silence, tenant la main de sa mère, comme si elle savait que le moindre mot pourrait briser le fragile espoir qui les faisait avancer. Le 4e jour, ils arrivèrent dans une zone montagneuse, rocheuse, où la route devenait étroite et dangereuse. Au loin, Catherine vit quelque chose qui attira son attention. Une énorme formation rocheuse avec un tunnel au centre, sombre et profond, comme une bouche ouverte dans la montagne. « Là, » dit-elle en montrant du doigt, « on peut se reposer là. » Ils s'approchèrent avec précaution. Le tunnel était récent, creusé avec de la machinerie lourde. Il y avait des marques de dynamite sur les parois, des rails cassés au sol, des outils abandonnés. Tout indiquait que le travail avait été interrompu brusquement. Catherine entra la première, les enfants derrière elle. L'air était frais, humide, avec une odeur de terre fraîchement remuée. Ils avancèrent de quelques mètres. La lumière du soleil peinait à éclairer les premières pierres. Catherine était sur le point de s'arrêter quand quelque chose au sol attira son attention. Un casque de chantier fendu en 2, puis un autre, et un autre. Et puis elle le vit. Une paire de vieilles bottes partiellement enfouies sous un tas de rochers, des chaussures de chantier, des bottes qu'elle connaissait. Son cœur s'arrêta, ses jambes tremblèrent. Elle s'approcha lentement, comme si marcher plus vite allait confirmer ce qu'elle savait déjà. Elle s'agenouilla devant les bottes et les toucha de ses mains tremblantes. C'étaient les bottes d'Henri, les mêmes qu'il portait depuis avant leur mariage, les mêmes qu'il avait aux pieds le jour de son départ. Catherine ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son ne sortit. Catherine se mit à déblayer les rochers avec ses mains. Elle ne sentait pas la douleur dans ses doigts. Elle ne sentait rien d'autre que l'urgence de savoir. Étienne s'agenouilla à côté d'elle et commença à l'aider, déplaçant de plus petites pierres avec une force qui ne semblait pas celle d'un enfant de 11 ans. Lucie serrait Thomas contre sa poitrine, tous deux tremblants, n'osant pas regarder. « Maman, qu'est-ce que c'est ?» demanda Lucie d'une voix brisée. Catherine ne répondit pas. Elle continuait de creuser, de retirer de la terre, de pousser des rochers. La poussière lui emplissait la bouche, la gorge, les yeux, mais elle ne s'arrêta pas.
Elle ne pouvait pas s'arrêter. Puis apparut plus de tissu, un pantalon en jean, le même qu'Henri portait toujours pour travailler. Puis une main pâle, sans vie. Catherine laissa échapper un cri étouffé et recula, portant les mains à sa poitrine. Étienne resta paralysé, fixant la main de son père entre les pierres. « Non, » murmura Catherine, « non, non. » Mais c'était inévitable. Elle continua de déblayer les rochers, maintenant plus lentement, des larmes tombant sur la terre. Apparurent les bras, le torse, le visage couvert de poussière et de sang séché. C'était Henri, ou ce qu'il en restait après 2 ans enseveli sous des tonnes de roches. Catherine se laissa tomber sur sa poitrine et pleura comme jamais elle n'avait pleuré de sa vie. Ce n'étaient pas les pleurs silencieux des nuits à Digne-les-Bains. Ce n'étaient pas les pleurs contenus devant les enfants. C'était un cri animal, déchirant, qui sortit du plus profond de son âme et rebondit contre les parois du tunnel comme un écho de pure agonie. « Je t'ai cherché », sanglota-t-elle en étreignant le corps immobile. « Je t'ai cherché partout, je t'ai attendu, je t'ai défendu. Et tu étais là, ici, seul, enterré, oublié. » Étienne s'approcha et posa une main sur l'épaule de sa mère. Il ne dit rien. Il n'y avait pas de mots pour ce moment. Lucie et Thomas pleuraient en silence, enlacés, sans comprendre tout à fait ce qui se passait, mais sentant le poids de la douleur dans l'air. Catherine ne sut pas combien de temps elle resta là, enlacée au cadavre de son mari. Peut-être des minutes, peut-être des heures. Le soleil dehors commença à changer de position et la lumière à l'intérieur du tunnel devint plus faible. Finalement, avec un effort qui lui coûta toutes ses forces, elle se sépara du corps et essuya ses larmes avec la manche sale de son chemisier. « On va le sortir de là, » dit-elle d'une voix rauque. « On ne va pas le laisser enterrer comme un chien. » Ils continuèrent à déblayer les rochers jusqu'à libérer complètement le corps. Henri gisait dans une position étrange, comme s'il avait tenté de se protéger de quelque chose au dernier moment. Il avait des blessures à la tête, le bras droit plié à un angle impossible, les vêtements déchirés, mais son visage, bien que couvert de poussière, conservait quelque chose de l'expression tranquille dont Catherine se souvenait. C'est alors qu'Étienne remarqua quelque chose d'autre dans les décombres. « Maman », dit-il en montrant du doigt, « regarde ». C'était un sac à dos, le même vieux sac en toile qu'Henri emportait sur tous ses chantiers. Il était écrasé, sale, à moitié enfoui sous une poutre en bois cassé. Catherine le sortit avec précaution et l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait un thermos rouillé, un morceau de pain devenu pierre, une lampe de poche sans pile et un carnet, un petit carnet à couverture rigide, au coin corné. Catherine le sortit lentement, comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. Elle l'ouvrit et reconnut immédiatement l'écriture d'Henri, irrégulière, penchée vers la gauche, avec certaines lettres plus grandes que d'autres. La première page disait « Pour Catherine et les enfants, si quelque chose m'arrive, que ceci vous serve. » Catherine sentit son cœur se briser à nouveau. Avec des doigts tremblants, elle passa à la page suivante et commença à lire. Henri avait tout écrit. Chaque jour dans la montagne, chaque conversation avec les autres ouvriers, chaque détail du projet sur lequel il travaillait, un tunnel qui relierait 2 vallées et permettrait de transporter de l'eau et des minerais plus rapidement et en toute sécurité. Mais ce n'était pas tout. Henri avait noté des idées, des projets, des calculs, des schémas de machines, des plans de systèmes d'irrigation, des projets pour utiliser la roche extraite dans la construction. Il avait même écrit une liste de contacts, ingénieurs, investisseurs, acheteurs potentiels. Cela pourrait changer la vie de toute la région, avait-il écrit sur l'une des pages. Si c'est bien fait, si c'est fait avec honnêteté, nous pourrions sortir des centaines de familles de la pauvreté. Pas seulement nous, tout le monde. Catherine lisait page après page, les yeux pleins de larmes, mais aussi d'émerveillement. Son mari n'avait pas seulement été un ouvrier. Il avait été un visionnaire, un homme qui rêvait en grand, qui voyait des opportunités là où d'autres ne voyaient que de la pierre et de la terre. Et tout cela était resté enterré avec lui. La dernière entrée du journal était datée de 2 jours avant l'accident.
Demain, on commence la dynamite dans la partie la plus profonde. Le contremaître dit que c'est dangereux, qu'il y a des fissures, qu'on devrait attendre. Mais le patron est pressé, il dit qu'on a déjà perdu trop de temps. Ça ne me plaît pas, quelque chose ne sent pas bon. Mais j'ai besoin de l'argent. J'ai besoin de finir ça et de rentrer auprès de ma famille. Catherine, si tu lis ça un jour, sache que j'ai tout fait pour vous. Je vous aime plus que ma vie. Prends soin des enfants et ne laisse personne leur prendre ce qui leur revient. Catherine ferma le carnet et le serra contre sa poitrine. Elle regarda le corps d'Henri, puis ses enfants. Étienne l'observait avec des yeux rouges mais fermes. Lucie et Thomas étaient toujours enlacés, effrayés, perdus. « Votre père ne nous a pas abandonnés », dit Catherine d'une voix claire en regardant chacun de ses enfants. « Il est mort en travaillant pour nous donner une vie meilleure, et ils l'ont tué par l'ambition des autres. » Elle se leva, glissa le carnet dans son chemisier et regarda vers la sortie du tunnel. Le soleil se couchait, la nuit tomberait bientôt. Elle devait décider quoi faire. Elle pouvait retourner à Digne-les-Bains, chercher les autorités, dénoncer ce qui s'était passé, mais elle savait que personne ne l'écouterait. Ils étaient pauvres, ils n'étaient personne, et 2 ans s'étaient déjà écoulés. L'affaire était oubliée, si tant est qu'il y ait jamais eu une affaire où elle pouvait rester. Elle regarda de nouveau le journal, les plans d'Henri, le tunnel inachevé. « Étienne, dit-elle soudain, aide-moi à déplacer le corps de ton père dehors. On va l'enterrer comme il le mérite. » Ils travaillèrent jusqu'à la tombée de la nuit. Ils creusèrent une tombe peu profonde dans la terre meuble près de l'entrée du tunnel. Ils enveloppèrent le corps d'Henri dans la couverture qu'ils avaient apportée et le descendirent avec soin. Catherine pria à voix basse, les enfants agenouillés à ses côtés. Puis ils recouvrirent la tombe de terre et de pierre. Quand ils eurent terminé, Catherine marqua l'endroit avec 2 bâtons croisés. « Ici repose Henri Dubois », dit-elle à voix haute, comme si elle faisait une déclaration devant Dieu et le monde. Homme bon, mari fidèle, père aimant, et l'homme qui allait tout changer. Ils restèrent en silence quelques minutes. Puis, Catherine s'essuya les mains sur son pantalon et regarda ses enfants. « Nous allons rester ici. » Étienne la regarda, surpris. « Ici ?» ?»« Dans le tunnel. »« D'ici, confirma Catherine. Ton père a laissé une carte, il a laissé un plan et je vais le terminer. » Lucie fronça les sourcils. « Mais maman, tu ne connais rien à ces choses, tu ne sais pas construire de tunnel. » Catherine la regarda avec une détermination qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « Je vais apprendre. » Cette nuit-là, ils dormirent à l'intérieur du tunnel, près de l'entrée, où parvenait encore un peu de clair de lune. Catherine ne put dormir. Elle resta éveillée, le carnet ouvert entre les mains, lisant et relisant les rêves d'Henri. Et à un moment donné, entre la fatigue et l'obscurité, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 2 ans. L'espoir. À l'aube du lendemain, Catherine marcha seule jusqu'au village le plus proche. C'était un petit endroit appelé Saint-Isidore, à peine quelques maisons en pisé et une épicerie. Elle demanda qui était le propriétaire des terres où se trouvait le tunnel. On lui dit que c'était un homme nommé Monsieur Firmin Gauthier, un vieux propriétaire terrien qui vivait dans une grande maison à la sortie du village. Catherine arriva à la maison à midi, frappa à la porte. Une femme âgée, improbablement la gouvernante, sortit. « Je viens voir Monsieur Gauthier », dit Catherine. La femme la toisa de haut en bas avec méfiance. « Et qui êtes-vous » ? « La veuve d'un des hommes qui sont morts dans le tunnel il y a 2 ans, » répondit Catherine sans baisser les yeux. La femme resta silencieuse un instant, puis soupira et ouvrit la porte. « Attendez ici. » Catherine entra dans un couloir sombre qui sentait le vieux bois et l'humidité. Au fond, assis dans un fauteuil usé, se trouvait Monsieur Gauthier, un homme de près de 70 ans, mince, les cheveux entièrement blancs et le regard fatigué de quelqu'un qui en a trop vu. « Que voulez-vous » demanda-t-il sans se lever. Catherine sortit le carnet d'Henri et le posa sur la table devant lui. « Je veux terminer ce que mon mari a commencé. » Monsieur Gauthier regarda le carnet, puis Catherine, et alors, à sa grande surprise, il se mit à rire. Un rire sec, amer, sans joie. « Vous êtes folle, »
dit-il, complètement folle. Mais alors il ouvrit le carnet et cessa de rire. Monsieur Gautier tourna lentement les pages du carnet, s'arrêtant sur les dessins, les calculs, les notes écrites avec l'écriture irrégulière d'Henri. Son visage changea peu à peu. La moquerie se transforma en surprise, la surprise en respect. Quand il arriva à la dernière page, il ferma le carnet et resta silencieux pendant ce qui parut une éternité. « Votre mari était un homme intelligent, dit-il finalement d'une voix plus douce, très intelligent. Il savait des choses que même l'ingénieur de la compagnie ne savait pas. » Catherine ne dit rien, elle attendit simplement. Monsieur Gautier s'adossa au dossier du fauteuil et soupira profondément. Il y a 2 ans, une entreprise de la capitale est arrivée ici en promettant des merveilles. Ils ont dit qu'ils allaient faire un tunnel qui changerait la région, qu'il apporterait le progrès, le travail, l'argent. Je leur ai vendu les droits de passage sur mes terres. Ils m'ont bien payé. Mais au bout de 3 mois, il y a eu un accident. 5 hommes sont morts. L'entreprise a fermé du jour au lendemain. Ils n'ont jamais donné d'explication, jamais payé d'indemnité. Ils ont simplement disparu. Mon mari était l'un de ces 5 hommes, dit Catherine d'une voix ferme. Monsieur Gautier hocha la tête. J'en suis désolé, vraiment. Mais ça ne change rien. Le tunnel est toujours là, abandonné, inutile, et j'ai déjà perdu assez d'argent dans ce projet. Vous n'avez pas à en perdre plus, dit Catherine. Je vais le terminer. Monsieur Gautier la regarda comme si elle venait de dire la chose la plus absurde du monde. Vous, une femme seule, sans argent, sans expérience, sans équipement, vous croyez que vous pouvez terminer un projet qui a mis une entreprise entière en faillite? Je ne le crois pas, répondit Catherine. Je le sais. Quelque chose dans sa voix fit que M. Gautier cessa de sourire. Il vit dans les yeux de cette femme quelque chose qu'il reconnut, le regard de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Et ces personnes, il le savait, étaient les plus dangereuses ou les plus capables. « Très bien, » dit-il lentement. « Je vais vous donner une chance, mais à certaines conditions. Vous et vos enfants pouvez rester dans le tunnel, vous pouvez utiliser ce qui reste d'outils. Et si dans 6 mois, vous me prouvez que vous pouvez faire quelque chose, que le projet a un avenir, alors nous parlerons d'un véritable investissement. Sinon, vous partez. » Marché conclu. Catherine tendit la main. Marché conclu. Monsieur Gautier lui serra la main fermement, puis sortit un vieux papier d'un tiroir et écrivit une lettre rapide, l'autorisant à travailler dans le tunnel. Il la lui tendit avec le carnet. « Une dernière chose, » dit Monsieur Gautier, alors que Catherine était déjà à la porte. Le contremaître qui dirigeait les travaux avant l'accident vit toujours au village. Il s'appelle Évariste Solaire. C'était un ivrogne et une brute. Beaucoup disent qu'il est responsable de l'effondrement pour ne pas avoir écouté les avertissements. Méfiez-vous de lui. Catherine mémorisa l'information et sortit de la maison. Elle retourna au tunnel, le carnet serré contre sa poitrine, un mélange de peur et d'excitation parcourant son corps. Elle ne savait pas comment elle allait faire ce qu'elle venait de promettre, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. C'était ça ou retourner à Digne-les-Bains vaincue, et ça n'arriverait jamais. Quand elle arriva au tunnel, elle trouva Étienne en train d'essayer d'allumer un feu avec des branches sèches. Lucie et Thomas dormaient blottis l'un contre l'autre près de l'entrée. La scène lui brisa le cœur. Ses enfants vivant comme des animaux dans une grotte. Tout ça à cause de sa décision. « Comment ça s'est passé ?» demanda Étienne sans lever les yeux. « Nous avons 6 mois, » répondit Catherine. 6 mois pour prouver que nous pouvons faire quelque chose de cet endroit. Étienne arrêta de souffler sur les braises et la regarda. « Et comment on va faire? On ne connaît rien au tunnel, maman. » « On va apprendre, » dit Catherine, avec une assurance qu'elle ne ressentait pas tout à fait. « Ton père a tout écrit, on n'a qu'à suivre ses instructions. » Les jours suivants, Catherine étudia le carnet d'Henri comme si c'était la Bible. Chaque soir, à la lueur du feu de camp, elle lisait les notes à voix haute, expliquait les dessins à Étienne, essayait de comprendre les calculs.
Le garçon avait une bonne tête pour les chiffres. Il commença à copier les diagrammes sur la terre avec un bâton, à poser des questions intelligentes, à proposer des idées. Il est écrit ici qu'il faut renforcer les parois avec des poutres en bois, dit Étienne un soir. Mais on n'a pas de bois. Alors on va en trouver, répondit Catherine. Le lendemain, elle marcha de nouveau jusqu'à Saint-Isidore et se rendit directement à la scierie du village. Le propriétaire était un homme nommé Macaire, d'environ 50 ans, et avec des mains énormes et des cicatrices sur les bras. Catherine lui expliqua ce dont elle avait besoin. « Et avec quoi allez-vous me payer » demanda Macaire avec scepticisme. « Avec du travail » dit Catherine. « Je peux nettoyer, cuisiner, n'importe quoi. Et mon fils aîné est fort, il peut t'aider à porter. » Macaire se gratta la barbe et la regarda avec méfiance. « Je n'ai pas besoin d'aide. J'ai assez d'ouvriers. » Catherine ne bougea pas. « Alors, je vous paierai quand le projet commencera à porter ses fruits. Monsieur Firmin Gauthier m'a donné la permission de travailler dans le tunnel. Si vous m'aidez maintenant, vous serez le premier fournisseur officiel quand ça prendra de l'ampleur. Et croyez-moi, ça va prendre de l'ampleur. » Quelque chose dans sa façon de le dire fit changer l'expression de Macaire. Peut-être était-ce la conviction, peut-être la folie, ou peut-être vit-il en cette femme mince et sale quelque chose qui lui rappela sa propre mère, qui avait élevé 6 enfants seule après la mort de son père dans un accident en forêt. « D'accord, dit-il finalement, je vais vous donner 20 poutres, mais vous devrez les transporter vous-même jusqu'au tunnel. » Marché conclu, dit Catherine sans hésiter. Elle transporta les poutres une par une avec l'aide d'Étienne. Il leur fallut 3 jours pour toutes les amener au tunnel. Catherine avait les mains pleines d'échardes, le dos endolori, les épaules meurtries, mais elle ne se plaignit pas une seule fois. Suivant les instructions du carnet, ils commencèrent à renforcer les parois du tunnel dans les zones les plus dangereuses. Catherine martelait, clouait, ajustait. Étienne tenait les poutres. Même Lucie aidait en apportant des clous et des outils. Thomas, trop petit pour travailler, s'asseyait à proximité et chantait des chansons pour qu'il ne se sente pas seul. Les semaines passèrent. Catherine descendait au village tous les 3 jours pour emprunter ou échanger ce dont ils avaient besoin. Certaines personnes la regardaient avec pitié, d'autres avec moquerie, mais il y en avait quelques-unes, très peu, qui la regardaient avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Un après-midi, alors qu'elle travaillait seule à l'intérieur du tunnel, elle entendit des pas lourds derrière elle. Elle se retourna et vit un homme énorme de près de 2 mètres, le visage rouge et les yeux injectés de sang. Il sentait l'alcool à plusieurs mètres de distance. « Alors c'est toi, la veuve folle, » dit l'homme d'une voix pâteuse, « celle qui croit pouvoir faire ce qu'une entreprise entière n'a pas pu. » Catherine le reconnut immédiatement d'après la description de M. Gauthier. C'était Évariste Solaire, le contremaître. « Je ne suis pas venu déranger qui que ce soit, » dit Catherine d'une voix ferme, bien que son cœur batte la chamade. « Je suis juste venu terminer ce que vous avez commencé. » Évariste s'approcha en titubant. « Tu sais ce qui arrive aux femmes qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas? Elles ont des accidents, comme ton mari. » L'air se figea. Catherine sentit son sang se glacer dans ses veines. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Évariste sourit. Un sourire trouble, cruel. « Ton mari était un grand bavard, toujours à dire que les choses n'allaient pas, qu'il fallait arrêter, que c'était dangereux, qu'il y avait des fissures. Mais le patron ne voulait pas perdre de temps, et moi non plus. Alors on l'a envoyé dans la partie la plus profonde, et il est arrivé ce qui devait arriver. » Catherine sentit le monde basculer. « C'est vous qui l'avez tué. »« J'ai obéi aux ordres, » dit Évariste en haussant les épaules. « Et toi, tu vas obéir aux miens. Dégage d'ici avant qu'il ne t'arrive la même chose. » Il fit un pas vers elle. Catherine recula mais trébucha sur une pierre et tomba au sol. Évariste se pencha sur elle, son haleine empestant l'eau-de-vie. Et puis elle entendit un cri. « Laisse ma mère tranquille !» Étienne apparut en courant de l'entrée du tunnel, un bâton à la main. Il se jeta sur Évariste et le frappa à la jambe.
L'homme poussa un cri de douleur et de rage, se retourna et donna une gifle au garçon qui le projeta au sol. Catherine vit tout au ralenti, elle vit son fils tomber. Elle vit Évariste lever le poing, et quelque chose en elle explosa. Elle se releva d'un bond, saisit une pioche qui était appuyée contre le mur et la brandit devant elle comme une arme. « Si tu touches à mon fils, dit-elle d'une voix qui ne semblait pas la sienne, je te jure devant Dieu que je te tue moi-même. » Évariste la regarda, surpris. Un instant, il sembla qu'il allait attaquer, mais quelque chose dans les yeux de Catherine le retint. Il y vit quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Non pas de la peur, mais une fureur pure, la fureur d'une mère protégeant son petit. Évariste cracha par terre. « Ça ne va pas en rester là, dit-il. Tu vas voir. » Il sortit du tunnel en titubant et disparut entre les rochers. Catherine laissa tomber la pioche et courut vers Étienne. Le garçon avait du sang sur la bouche, mais il était conscient. Elle le serra fort dans ses bras, tandis que Lucie et Thomas arrivaient en courant, effrayés. « Ça va, maman, » murmura Étienne. « Ça va. » Mais Catherine savait que rien n'allait. Elle venait de découvrir que son mari n'était pas mort dans un accident. Il avait été assassiné, et l'homme responsable était toujours en liberté, la menaçant. Cette nuit-là, pendant que les enfants dormaient, Catherine s'assit devant la tombe d'Henri. « Je ne vais pas laisser les choses comme ça, » murmura-t-elle. « Je te le jure. » Elle ouvrit de nouveau le carnet et chercha la page où Henri avait écrit sur les fissures dans le tunnel, sur les avertissements que personne n'avait écoutés. Et alors, elle comprit quelque chose. Si Henri avait tout documenté, s'il avait écrit les irrégularités, alors elle avait des preuves que l'accident n'était pas la faute des ouvriers, mais de la négligence criminelle de l'entreprise et du contremaître. Elle devait trouver plus de preuves, et elle devait le faire avant qu'Évariste ne mette sa menace à exécution. À l'aube du lendemain, Catherine décida d'explorer plus profondément le tunnel, dans la zone où personne n'avait osé entrer depuis l'accident. Elle prit une vieille lanterne qu'elle avait trouvée parmi les outils, la remplit d'huile et entra seule. Elle marcha pendant ce qui parut des heures. Le tunnel devenait plus étroit, plus sombre, plus terrifiant. Il y avait des marques de dynamite sur les parois, des fissures évidentes, des poutres cassées. Tout indiquait qu'Henri avait raison. La zone était dangereuse et il n'aurait jamais dû y travailler sans renfort. Elle était sur le point de rebrousser chemin quand la lumière de la lanterne éclaira quelque chose au sol. Une boîte en métal rouillée, à moitié enterrée. Catherine la sortit avec précaution et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des documents, des contrats, des plans officiels et autre chose. Des photographies des fissures dans le tunnel, prises des semaines avant l'accident. Au dos de l'une d'elles, avec l'écriture d'Henri, il était écrit « Avertissement numéro 7. Personne n'écoute. Si quelque chose arrive, voici la preuve. » Catherine sentit son cœur faire un bond. C'était tout ce dont elle avait besoin. Avec ça, elle pouvait dénoncer Évariste. Avec ça, elle pouvait exiger justice. Mais alors, elle entendit un bruit, un craquement profond, comme si toute la montagne bougeait. Elle leva les yeux et vit ce qu'elle craignait le plus, une énorme fissure au plafond du tunnel. Et elle s'agrandissait. Catherine ne réfléchit pas. Son corps réagit par instinct. Elle glissa la boîte en métal sous son bras et se mit à courir vers la sortie du tunnel. Derrière elle, le craquement se transforma en un grondement. Des pierres commencèrent à tomber du plafond. Une lui frappa l'épaule, une autre lui érafla la tête. La lanterne lui tomba des mains et s'éteignit instantanément. Elle se retrouva dans l'obscurité la plus totale. Mais Catherine ne s'arrêta pas. Elle continua de courir à l'aveugle, tâtant les murs avec sa main libre, trébuchant sur les décombres, sentant la poussière lui remplir les poumons. Le bruit derrière elle était assourdissant. La montagne entière semblait s'effondrer. « Maman !» C'était la voix d'Étienne quelque part devant. « Maman, par ici !» Catherine suivit la voix comme une bouée de sauvetage. Elle courut plus vite, plus désespérément, et soudain, elle vit la lumière, l'entrée du tunnel, à 30 mètres, à 20, à 10. Elle sauta dehors juste au moment où une avalanche de rochers scellait complètement la partie arrière du tunnel.
L'impact fut si fort qu'il la projeta au sol. Elle roula sur plusieurs mètres en contrebas, la boîte en métal toujours serrée contre sa poitrine. Quand elle s'arrêta enfin, elle resta allongée sur le dos, respirant avec difficulté, couverte de poussière et de sang. Étienne, Lucie et Thomas coururent vers elle en criant son nom. « Ça va » haleta Catherine. « Ça va » Mais ce n'était pas vrai. Elle avait des coupures au bras, une bosse au front qui saignait. Son épaule droite lui faisait terriblement mal, mais elle était en vie, et elle avait la boîte. Elle s'assit lentement avec l'aide d'Étienne et regarda le tunnel. L'entrée était toujours ouverte, mais la partie profonde, où elle avait trouvé la boîte, était maintenant complètement bloquée. Des tonnes de roches étaient tombées. Si elle avait tardé 5 secondes de plus, elle serait morte. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Étienne d'une voix tremblante. « Pourquoi ça s'est effondré ?» Catherine ouvrit la boîte avec des mains tremblantes et sortit les photographies. Elle les montra à Étienne. Le garçon les étudia en silence, en fronçant les sourcils. « Ce sont des fissures, dit-il finalement, de très grandes fissures. Ton père les a documentées, expliqua Catherine. Il savait que le tunnel était dangereux. Il l'a dit au contremaître, et le contremaître l'a ignoré. C'est pour ça qu'il est mort. C'est pour ça qu'ils sont tous morts. » Étienne serra les poings. « Alors, il faut le dénoncer. Il faut aller voir la police. » Catherine secoua lentement la tête. « La police ne nous écoutera pas. Nous sommes pauvres. Nous ne sommes personne. Et 2 ans ont passé. Ils diront que ce sont des mensonges, que nous avons inventé les preuves. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda le garçon avec frustration. Catherine regarda de nouveau les photographies, puis le tunnel effondré, et quelque chose dans son esprit fit tilt. « On va le reconstruire, » dit-elle d'une voix ferme. « On va le terminer. Et quand il fonctionnera, quand tout le monde verra que c'était possible, alors on montrera ses preuves, on prouvera que ton père avait raison, ou qu'il est mort parce que d'autres ont été irresponsables et cupides. Et ils devront nous écouter. » Étienne la regarda avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Mais tu as failli mourir là-dedans, maman. Et si ça recommence ?»« Ça ne recommencera pas, » dit Catherine avec une assurance qu'elle commençait à ressentir vraiment. « Parce qu'on va le faire bien, comme ton père le voulait, sans se presser, sans prendre de raccourcis, la sécurité d'abord. » Les semaines suivantes, Catherine travailla comme jamais de sa vie. Elle se levait avant l'aube et travaillait jusqu'à ne plus voir ses propres mains. Elle déblaya les décombres de l'entrée du tunnel, renforça les poutres, étudia chaque page du carnet d'Henri jusqu'à la mémoriser. Et elle commença à parler aux gens du village. Au début, personne ne l'écoutait, mais Catherine était persévérante. Elle allait au marché le samedi et expliquait le projet à qui voulait bien l'entendre. Elle montrait les dessins d'Henri, parlait des opportunités que le tunnel apporterait. De l'eau pour les cultures, un transport rapide des marchandises, du travail pour des dizaines de familles. Certains se moquaient, d'autres l'ignoraient, mais quelques-uns commencèrent à prêter attention. Macaire, le propriétaire de la scierie, fut le premier. Un jour, il arriva au tunnel sans prévenir, avec 2 de ses ouvriers et une charrette pleine de bois. « J'ai entendu dire que vous aviez besoin de plus de poutres, » dit-il d'un ton neutre. Catherine le regarda, surprise. « Je n'ai pas de quoi vous payer pour l'instant. »« Vous me paierez quand ça fonctionnera, » répondit Macaire. « Si ça fonctionne. » Puis arriva Madame Réjeanne, une femme âgée qui tenait une petite épicerie à Saint-Isidore. Elle apporta de la nourriture, des haricots, du riz, du pain, des piments séchés. « Je ne peux pas laisser ces enfants avoir faim, » dit-elle en regardant Lucie et Thomas. « Ils me rappellent mes enfants quand ils étaient petits. » Ensuite apparut un jeune homme nommé Gilbert, d'une 20aine d'années, maigre et silencieux, qui travaillait dans les champs, mais avait des connaissances en maçonnerie. Il proposa d'aider 2 jours par semaine. « Mon oncle est mort dans cet accident, » dit-il simplement. « Si vous comptez faire quelque chose, je veux en être. » Peu à peu, Catherine commença à former une petite équipe dévouée. Ils n'étaient pas nombreux, n'avaient pas d'expérience dans les grands projets, mais ils avaient quelque chose de plus précieux. Ils croyaient en elle. Ou du moins, ils voulaient y croire. Monsieur Gauthier descendit au tunnel un jour de mars, 3 mois après que Catherine eut commencé. Il marcha à l'intérieur.
inspecta les poutres, toucha les murs renforcés. Il ne dit rien pendant un long moment. Puis il sortit et regarda Catherine avec une expression qui était presque du respect. « Vous progressez, dit-il. Je ne pensais pas que vous iriez si loin. »« J'irai jusqu'au bout, » répondit Catherine. Monsieur Gauthier sortit une enveloppe de sa veste et la lui tendit. « Voici une avance. 500 €. Ce n'est pas beaucoup, mais ça devrait suffire pour acheter des outils et des matériaux de base. Considérez ça comme un investissement. » Catherine prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. 500 €. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu réuni de toute sa vie. « Merci, » murmura-t-elle. « Ne me remerciez pas encore, » dit M. Gauthier. « Vous devez encore prouver que ça peut fonctionner, et il vous reste 3 mois. » Le soir même, Catherine descendit au village et se rendit directement à la quincaillerie. Elle acheta de nouvelles pioches, des pelles, des cordes, des clous, plus de lampes à huile. Elle acheta aussi du tissu pour faire de nouveaux vêtements aux enfants, car les leurs étaient en lambeaux. Et elle acheta de la nourriture, de la vraie nourriture, de la viande, des œufs, du lait. Quand elle retourna au tunnel, chargée de tout cela, les enfants la regardèrent comme si elle revenait d'un autre monde. Ce soir-là, ils dînèrent bien pour la première fois depuis des mois. Catherine prépara un ragoût de viande avec des pommes de terre et du piment. Elle fit du pain à la main. Les enfants mangèrent à leur faim, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis leur départ de Digne-les-Bains. « On va s'en sortir, maman ?» demanda Thomas, les yeux brillants. Catherine le serra dans ses bras. « Oui, mon amour, on va s'en sortir. » Mais la paix ne dura pas longtemps. Une semaine plus tard, Catherine travaillait dans le tunnel, quand elle entendit des cris dehors. Elle sortit en courant et vit un groupe de 5 hommes. En tête se trouvait Évariste Solaire, plus ivre que jamais, une bouteille dans une main et une torche dans l'autre. « Je t'avais prévenu !» cria Évariste en traînant sur les mots. « Je t'avais dit de déguerpir, mais tu n'as pas écouté. » Les autres hommes avec lui étaient des ouvriers agricoles, tous avec des mines patibulaires. Catherine en reconnut 2. C'étaient des amis d'Évariste, connus pour causer des problèmes au village quand ils buvaient. « Je n'ai rien à te dire, » dit Catherine d'une voix ferme, bien que son cœur batte la chamade. « Bien sûr que si, » dit Évariste en s'approchant. « Tu racontes partout dans le village que j'ai tué ton mari. C'est de la diffamation, et je ne vais pas le permettre. » « Ce n'est pas de la diffamation si c'est la vérité, » répondit Catherine, « et j'ai des preuves. » Évariste s'arrêta. Son expression changea. « Quelles preuves ?» Catherine réalisa trop tard qu'elle en avait trop dit, mais elle ne pouvait plus reculer. Des photographies, des documents, tout ce que mon mari a gardé avant l'accident. Des preuves que tu savais que le tunnel était dangereux et que tu y as envoyé les hommes quand même. Évariste jeta la bouteille par terre. On entendit le verre se briser contre les rochers. Son visage devint rouge de fureur. « Donne-moi ces preuves. Maintenant. »« Jamais. » Évariste fit un signe aux autres hommes. « Cherchez-les. Détruisez tout ce que vous trouverez. » Les hommes se précipitèrent vers le tunnel. Catherine essaya de les arrêter, mais l'un d'eux la poussa si fort qu'elle tomba au sol. Étienne surgit de nulle part et se jeta sur l'homme, le frappant avec ses poings. Gilberte, qui travaillait à proximité, accourut également pour aider. Une bagarre chaotique s'ensuivit, des cris, des coups, la poussière qui se soulevait. Lucie et Thomas pleuraient, eux cachés derrière des rochers. Catherine essaya de se relever, mais Évariste la saisit par le bras avec une force brutale. « Où sont-elles » lui cria-t-il au visage. « Où as-tu caché les preuves » Catherine lui cracha aux pieds. « Va au diable » Évariste leva la main pour la frapper, mais avant qu'il ne puisse le faire, un coup de feu retentit en l'air. Tout le monde se figea. D'entre les rochers apparut M. Firmin Gauthier, un vieux fusil de chasse à la main et une expression de fureur absolue sur le visage. « Assez !» dit-il d'une voix qui n'admettait aucune réplique. « Évariste, prends tes hommes et fiche le camp de ma propriété. Maintenant !» Évariste lâcha Catherine et se tourna vers M. Gauthier. « Ce ne sont pas tes affaires, le vieux. »« Si, ça l'est, »
répondit M. Gauthier sans baisser son fusil. « Cette femme travaille avec ma permission sur mes terres. Vous êtes en train de violer une propriété privée. Si vous ne partez pas dans 10 secondes, j'appelle la gendarmerie de Gap et on vous mettra en prison. Vous avez déjà assez de charges contre vous pour en risquer une de plus. » Évariste serra les dents, regarda Catherine avec une haine pure, puis cracha par terre et fit un signe à ses hommes. « On s'en va. » Ils partirent en traînant les pieds, lançant des insultes à voix basse. Quand ils disparurent entre les rochers, M. Gauthier baissa son fusil et soupira. « Vous allez bien » demanda-t-il à Catherine. Elle hocha la tête, tremblante. « Merci, si vous n'étiez pas arrivé. »« Je sais, » dit M. Gauthier, « mais ce n'est pas fini. Évariste est dangereux et maintenant il sait que vous avez des preuves contre lui. Il reviendra, et la prochaine fois, il ne viendra pas ivre et désorganisé. » Catherine s'épousta et regarda M. Gauthier avec détermination. « Alors, je serai prête. » Cette nuit-là, Catherine prit la boîte en métal avec les preuves et l'enterra dans un endroit secret, loin du tunnel. Elle mémorisa chaque photographie, recopia les documents les plus importants sur des feuilles volantes qu'elle cacha dans différents endroits. Elle n'allait pas permettre à Évariste de détruire la seule preuve qu'elle avait. À l'aube du lendemain, alors que les enfants dormaient encore, Catherine s'assit devant la tombe d'Henri. « J'y suis presque, » murmura-t-elle. « J'ai presque fini ce que tu as commencé. Mais j'ai besoin d'un miracle, mon amour, un de plus. » Et alors, comme si quelqu'un avait entendu sa prière, quelque chose d'inattendu se produisit. Un homme arriva en marchant sur le sentier qui menait au tunnel. Il était grand, la quarantaine, avec des vêtements de ville et une mallette en cuir à la main. Il avait la peau brûlée par le soleil et les yeux fatigués de quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Il s'arrêta devant Catherine et la regarda avec une expression étrange, presque de reconnaissance. « Vous êtes Catherine Dubois ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit-elle avec méfiance. « Qui demande ?» L'homme posa sa mallette au sol et sortit une enveloppe jaunie de sa veste. « Je m'appelle Tobias Morin, je suis ingénieur, » dit-il. « J'ai travaillé avec votre mari il y a 2 ans, et je suis venu terminer ce qu'il a commencé. » Catherine regarda l'homme avec méfiance. Elle avait appris à ne faire confiance à personne si facilement. « Comment sais-je que vous dites la vérité ?» Tobias Morin ouvrit l'enveloppe et sortit une vieille photographie. On y voyait 6 hommes devant l'entrée du tunnel, avec des casques et des outils. Catherine reconnut immédiatement Henri. Il était au centre, souriant avec cette expression timide qu'il prenait toujours quand on le prenait en photo. À côté de lui, se trouvait un homme plus jeune avec des lunettes et une chemise blanche. L'ingénieur Tobias. « Cette photo a été prise 2 semaines avant l'accident. » dit Tobias d'une voix grave. « J'étais l'ingénieur junior du projet. Henri était le seul ouvrier qui comprenait vraiment ce que nous faisions. Il avait un instinct naturel pour la roche, pour les calculs de poids. Il m'a plus appris en 3 mois que ce que j'ai appris en 4 ans d'université. » Catherine sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. Elle prit la photographie avec soin, comme si c'était un objet sacré. « Où étiez-vous quand l'accident s'est produit ?» L'expression de Tobias s'assombrit. « On m'avait envoyé en ville pour chercher plus d'équipement. Quand je suis revenu 3 jours plus tard, tout était fini. Le tunnel était scellé. L'entreprise avait disparu. Les corps étaient toujours ensevelis. Je me suis senti responsable. J'aurais dû être là. J'aurais dû les protéger. »« Ce n'était pas votre faute, » dit Catherine à voix basse. « Si, ça l'était, » répondit Tobias avec amertume. « J'ai vu les fissures, j'ai dit au contremaître que c'était dangereux, mais Évariste Solaire m'a ignoré. Il a dit que j'étais un ingénieur débutant qui ne connaissait rien à la vraie vie. Et moi, je n'ai pas assez insisté, je me suis laissé intimider. » Il resta silencieux un moment, le regard perdu à l'horizon. Puis, il secoua la tête et regarda de nouveau Catherine. « Après l'accident, j'ai quitté la région. Je ne pouvais pas rester. J'ai travaillé sur d'autres projets à Lyon, à Bordeaux, dans la capitale.
Mais je n'ai jamais pu oublier ce qui s'est passé ici. Il y a 1 mois, j'ai entendu des rumeurs à Gap, selon lesquelles quelqu'un essayait de rouvrir le tunnel. Je suis venu voir si c'était vrai. Et quand on m'a dit que c'était la veuve d'Henri Dubois, j'ai su que je devais venir. Catherine étudia son visage. Il y avait de la sincérité, de la douleur. Elle reconnut aussi en lui le même poids qu'elle portait. La culpabilité d'avoir survécu quand d'autres n'avaient pas eu cette chance. « Et que voulez-vous de moi » demanda-t-elle. « Je veux vous aider à terminer ça » dit Tobias avec fermeté. « J'ai les connaissances techniques, j'ai des contacts avec des fournisseurs et j'ai un peu d'argent de côté que je peux investir. Ce qu'Henri et moi avons commencé ne peut pas mourir ainsi, et vous avez le droit de le terminer. » Étienne, qui avait écouté depuis l'entrée du tunnel, s'approcha lentement. « Vous avez connu mon papa » Tobias s'accroupit pour se mettre à la hauteur du garçon. « Je l'ai connu, c'était un grand homme, le meilleur avec qui j'ai travaillé, et il serait très fier de toi. Ta mère m'a dit que tu l'aidais avec les calculs. » Étienne hocha la tête, les yeux brillants d'un mélange de fierté et de tristesse. Catherine prit une décision. « D'accord, vous pouvez rester. Mais à une condition. Tout se fait à ma manière. Sans raccourci, sans se presser. La sécurité d'abord, toujours. » Tobias tendit la main. Marché conclu. L'arrivée de l'ingénieur changea tout. Tobias inspecta chaque centimètre du tunnel. Il prit des mesures, fit des calculs complexes, confirma que le travail que Catherine avait fait était étonnamment bon, compte tenu de son manque d'expérience. Mais il signala aussi des zones qui nécessitaient plus de renforts, des endroits où le drainage était insuffisant, des problèmes structurels qu'elle n'avait pas pu voir. « Votre mari a laissé un plan brillant », lui dit-il un après-midi alors qu'ils examinaient le carnet ensemble. « Mais ce n'était que le début. Nous devons l'adapter, le moderniser, et nous avons besoin de plus de monde. » Avec l'argent que Tobias apporta, et la crédibilité que sa présence donnait au projet, ils commencèrent à embaucher des ouvriers. D'abord, 3 hommes de Saint-Isidore, puis 4 autres des villages voisins. Macaire envoya 2 de ses meilleurs charpentiers. Madame Réjeanne convainquit son neveu, un forgeron, de fabriquer des outils spécialisés. Le tunnel commença à se transformer. Ce n'était plus seulement un trou dangereux dans la montagne. Il commença à prendre la forme de quelque chose de réel, des murs renforcés avec des poutres et du ciment, des rails pour transporter le matériel, un système de ventilation conçu par Tobias, des lampes à huile placées stratégiquement tous les 10 mètres. Monsieur Gauthier descendait chaque semaine pour superviser, et chaque semaine, il était de plus en plus surpris. « C'est impressionnant », dit-il un jour de mai. « Je ne pensais pas que c'était possible, mais vous y arrivez. » Catherine travaillait plus dur que quiconque. Elle se levait quand il faisait encore nuit et ne s'arrêtait que lorsqu'elle ne pouvait plus lever les bras. Ses mains, autrefois douces, étaient maintenant couvertes de callosités et de cicatrices. Sa peau, brûlée par le soleil, son corps, mince mais fibreux, était devenu quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé, une femme de roc. Mais le succès ne passa pas inaperçu. Un soir, Gilbert arriva en courant au tunnel, l'air alarmé. « Catherine, il y a des problèmes. Évariste rassemble des gens au village. Ils disent qu'il vient détruire le tunnel. Et cette fois, il est préparé. » Catherine sentit son sang se glacer. « Quand ?»« Demain, à l'aube. J'ai entendu dire qu'ils allaient apporter de la dynamite. Ils vont faire sauter l'entrée. » Tobias, qui était à proximité, intervint. « Il faut prévenir les autorités, la gendarmerie de Gap. »« Ils n'arriveront pas à temps, » dit Catherine. « La ville est à 3 heures d'ici. Le temps qu'ils viennent, il sera trop tard. »« Alors on part, » dit Tobias. « On prend les enfants et on fiche le camp. Ça ne vaut pas la peine de mourir pour ça. » Catherine le regarda avec une expression qui glaça le sang de l'ingénieur. « Je ne vais nulle part. Mon mari est mort ici. Son rêve est ici. Et je ne vais pas laisser un ivrogne lâche le détruire. »« Catherine, pensez à vos enfants, » insista Tobias. « J'y pense, » répondit-elle d'une voix ferme. « Quelle sorte de mère serais-je si je leur apprenais à fuir chaque fois que quelqu'un les menace ?
Non, nous allons défendre ce qui est à nous. » Cette nuit-là, Catherine réunit tous les travailleurs. Ils étaient 11 hommes au total, plus elle, Tobias et Étienne. 13 contre qui sait combien. « Demain, Évariste viendra avec ses hommes, » leur dit-elle sans détour. « Ils vont essayer de détruire ce que nous avons construit. Personne n'est obligé de rester. Si vous voulez partir, je comprends. Je ne vous jugerai pas. » Les hommes se regardèrent. Personne ne parla pendant un long et inconfortable moment, puis Macaire fit un pas en avant. « Je reste, » dit-il. « J'ai investi trop de bois dans ce projet pour le laisser mourir maintenant. » Gilberte hocha la tête. « Moi aussi, mon oncle est enterré près d'ici. Je ne vais pas laisser qu'on l'oublie encore une fois. » Un par un, tous dirent qu'ils restaient, certains par loyauté, d'autres par fierté, d'autres parce qu'ils n'avaient tout simplement nulle part où aller. Mais tous restèrent. Ils passèrent la nuit à se préparer. Catherine envoya Lucie et Thomas chez Madame Réjeanne au village pour qu'ils soient en sécurité. Étienne refusa de partir. « Je reste avec toi, maman, peu importe ce que tu dis. » Ils creusèrent des tranchées, empilèrent des rochers, préparèrent des torches. Tobias organisa des tours de garde. Catherine cacha la boîte en métal avec les preuves dans un endroit qu'elle seule connaissait, au cas où. À l'aube, lorsque la première lumière commença à teinter le ciel d'orange, ils entendirent les pas. Évariste arrivait par le sentier avec au moins 20 hommes. Certains portaient des bâtons, d'autres des machettes, et 2 d'entre eux transportaient des caisses qui contenaient clairement de la dynamite. Catherine et son groupe les attendaient à l'entrée du tunnel, formant une ligne humaine. Personne n'avait d'arme à feu, sauf Tobias, qui avait sorti un vieux pistolet de sa mallette. Évariste s'arrêta à une trentaine de mètres. Il était sobre cette fois, ce qui le rendait plus dangereux. « Dernière chance !» cria-t-il. « Partez maintenant et personne ne sera blessé. » Catherine fit un pas en avant. « C'est ma terre, c'est mon travail, et tu n'y toucheras pas. » Évariste rit, un rire froid, calculé. « Ta terre, c'est la propriété de M. Gauthier, et il est vieux, il ne peut plus te protéger. Moi, je le peux. » La voix venait de derrière. Tout le monde se retourna. M. Firmin Gauthier apparut, monté sur un cheval, son fusil de chasse à la main et une expression qui ne laissait aucun doute. Mais il n'était pas seul. Derrière lui venait le préfet de Gap et 4 gendarmes, tous armés. Évariste pâlit. « Évariste Solaire, » dit le préfet d'une voix autoritaire. « J'ai un mandat d'arrêt contre vous pour négligence criminelle dans l'accident du tunnel il y a 2 ans et pour tentative de destruction de propriété privée. »« C'est un mensonge !» cria Évariste. « Vous n'avez pas de preuves !» Catherine sortit une enveloppe de sa poche. « Si, nous en avons. » Elle tendit l'enveloppe au préfet. À l'intérieur se trouvaient des copies des photographies, des documents, des notes d'Henri, tout ce qui prouvait qu'Évariste avait ignoré les avertissements et envoyé les hommes à une mort certaine. Le préfet examina les papiers, son expression se durcit. « C'est suffisant. Évariste Solaire, vous êtes en état d'arrestation. » Les gendarmes s'avancèrent. Évariste recula, les yeux remplis de panique et de rage. « Ce n'est pas juste. Je n'ai fait que suivre les ordres. » « Les ordres ne justifient pas un meurtre, » dit Catherine d'une voix glaciale. Évariste la regarda avec une haine pure, puis il fit quelque chose de désespéré et d'imprévisible. Il courut vers l'un des hommes qui portait la dynamite, lui arracha un bâton et une allumette et fonça droit vers l'entrée du tunnel. « Si je tombe, tout tombe avec moi » cria-t-il en allumant la mèche. Tout se passa au ralenti. Catherine vit la mèche crépiter. Elle vit Évariste courir vers le tunnel, le bâton de dynamite en l'air. Elle vit Étienne près de l'entrée, trop près. Et elle courut. Elle ne réfléchit pas, n'hésita pas. Son corps bougea par instinct maternel. Elle se jeta sur Étienne, le projeta au sol et le couvrit de son corps. Juste au moment où Évariste lançait la dynamite à l'intérieur du tunnel, l'explosion fut assourdissante. Tout devint blanc, puis noir, puis un silence absolu. Quand Catherine ouvrit les yeux, elle était allongée sur le sol avec Étienne sous elle, tremblant mais vivant, le tunnel.
Le tunnel était toujours debout, la dynamite avait explosé à l'intérieur, mais les poutres qu'ils avaient placées avaient résisté à l'impact. Il y avait des dégâts, de nouvelles fissures sur certains murs, mais ils ne s'étaient pas effondrés. Catherine se releva lentement, endolorie, couverte de poussière. Elle regarda là où se trouvait Évariste. L'homme gisait au sol, inconscient. L'explosion l'avait projeté en arrière. Il avait du sang sur le front et le bras tordu dans un angle étrange. Il était vivant, mais à peine. Les gendarmes coururent vers lui et l'arrêtèrent, alors qu'il était encore évanoui. Monsieur Gauthier s'approcha de Catherine. « Ça va ?» Catherine hocha la tête, serrant Étienne dans ses bras. « On va bien. » Le préfet s'approcha également. « Madame Dubois, avec ses preuves et ce qui vient de se passer, Évariste Soler va passer beaucoup de temps en prison. Il ne vous dérangera plus. » Catherine sentit quelque chose qui ressemblait à du soulagement, mêlé à un épuisement extrême. 2 ans de douleur, 2 ans de lutte, et enfin la justice, mais il n'y avait pas de temps pour se reposer. « Je dois inspecter le tunnel, » dit-elle, « voir l'étendue des dégâts de l'explosion. » Tobias était déjà à l'intérieur, une lampe à la main. Catherine le suivit. Ils marchèrent à l'intérieur, évaluant chaque fissure, chaque poutre endommagée. C'était grave, mais pas irréparable. Et puis, Tobias s'arrêta net. « Catherine, dit-il d'une voix étrange, venez voir ça. » Catherine s'approcha. Tobias éclairait une section du mur que l'explosion avait fissurée. Derrière la roche brisée, on voyait quelque chose qui brillait à la lumière de la lampe, quelque chose de doré. « Ce n'est pas possible, » murmura Tobias. Catherine s'approcha encore, le cœur battant la chamade. Elle toucha la surface brillante avec sa main. C'était un filon, un énorme filon d'or incrusté dans la roche de la montagne. Et ce n'était pas le seul. Plus ils éclairaient, plus des filons apparaissaient, s'étendant vers le fond du tunnel, comme des veines dorées dans un corps de pierre. Catherine et Tobias se regardèrent en silence absolu. Pendant tout ce temps, ils avaient construit un tunnel de transport, mais il s'avérait qu'ils étaient assis sur une mine d'or. Catherine ne put dormir cette nuit-là. Elle resta assise devant le tunnel, le regard perdu dans l'obscurité, essayant de digérer ce qu'ils avaient trouvé. De l'or. Pas un petit filon qu'on pouvait exploiter avec de la chance. Une formation massive qui, selon Tobias, s'étendait à travers toute la montagne. Une fortune qui avait été là tout le temps, cachée derrière des tonnes de roches. Henri était mort, sans savoir sur quoi il marchait. L'entreprise qu'il avait embauchée ne le savait pas non plus. Évariste encore moins. Ils avaient tous été aveugles, concentrés sur la construction d'un tunnel pour l'eau et le transport, sans imaginer qu'en dessous se trouvait quelque chose de bien plus précieux. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» lui demanda Tobias au lever du soleil. L'ingénieur n'avait pas dormi non plus. Il avait les yeux rouges, les vêtements froissés, l'expression de quelqu'un qui vient de voir son destin basculer. Catherine regarda le tunnel, puis la tombe d'Henri marquée par les 2 bâtons croisés. « Je vais faire ce qu'il aurait voulu, je vais le faire bien, sans cupidité et sans trahir personne. » « Ça semble noble, » dit Tobias avec prudence, « mais l'or attire les ennuis. Quand les gens l'apprendront, ils viendront tous. Ils voudront tous une part, les investisseurs, les entreprises, le gouvernement, et tous ne joueront pas franc jeu. »« Je sais, » dit Catherine. « C'est pourquoi nous devons être intelligents. » La première chose qu'elle fit fut de parler à monsieur Gauthier. Le propriétaire terrien arriva à midi, toujours monté sur son cheval, l'air fatigué mais curieux. Tobias lui avait envoyé un message urgent la nuit précédente. Catherine le conduisit à l'intérieur du tunnel et lui montra les filons d'or. Monsieur Gauthier resta silencieux pendant plusieurs minutes, regardant simplement l'éclat doré sur les murs. Quand il parla enfin, sa voix était étrangement calme. « C'est énorme, » dit-il, « plus grand que tout ce que j'ai jamais vu dans cette région. »« Je sais, » répondit Catherine. « Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous parler. » Ils sortirent du tunnel et s'assirent sur des rochers plats.
le soleil du matin leur chauffant le dos. Catherine parla clairement, sans détour. « Cette terre est à vous. Légalement, cet or vous appartient. Je pourrais me taire, continuer à travailler sur le tunnel et vous ne sauriez jamais ce qu'il y a là-dessous. Mais je ne vais pas faire ça. Ce n'est pas ma façon d'être. Ce que je vais vous proposer, c'est un marché. » Monsieur Gauthier la regarda attentivement. « J'écoute. Vous me donnez les droits d'exploitation de la mine. Je m'occupe de tout. L'extraction, l'administration, les ventes, et je vous donne 30% des bénéfices. À vie. » Monsieur Gauthier fronça les sourcils. « Je pourrais vous demander 50% ou 70%. C'est ma terre. » « Vous pourriez, » admit Catherine. « Mais alors vous devriez trouver quelqu'un d'autre pour faire le travail. Quelqu'un en qui vous avez confiance. Quelqu'un qui ne vous trahira pas dès qu'il verra la première pépite d'or. Et vous savez que ces personnes ne courent pas les rues. » Monsieur Gauthier réfléchit, puis sourit. Un petit sourire, mais sincère. « Votre mari était intelligent, mais vous l'êtes encore plus. » Il tendit la main. « Marché conclu. 30%. Mais je veux que tout soit légal. Contrat signé, papier en règle, pas d'accords verbaux. » « C'est aussi ce que je préfère, » dit Catherine en lui serrant la main. Les mois suivants furent un tourbillon. Tobias contacta un avocat à Lyon qui les aida à créer une entreprise légalement constituée, la minière Henri Dubois et compagnie. Catherine était la propriétaire principale. Monsieur Gauthier avait ses 30% garantis. Tobias reçut 10% en tant que partenaire technique. Le reste fut divisé en petites actions pour les travailleurs qui avaient été là depuis le début. Macaire, Gilbert, Madame Réjeanne et les autres. Tous ceux qui ont cru quand personne ne croyait méritent une part, dit Catherine, lorsque Tobias suggéra de garder un plus grand pourcentage. Je ne serai pas de ces gens qui s'enrichissent seuls et oublient ceux qui les ont aidés. Ils firent venir des ingénieurs spécialisés en exploitation minière, des géologues, des chimistes pour analyser la pureté de l'or. Tous confirmèrent la même chose. Le filon était extraordinaire, l'un des plus grands découverts dans le sud de la France depuis des décennies. La nouvelle commença à se répandre, d'abord à Saint-Isidore, puis à Gap, ensuite à Lyon, et finalement arriva à la capitale. Des sociétés minières offrirent d'acheter la mine pour des sommes énormes. Catherine rejeta toutes les offres. « Elle n'est pas à vendre, » disait-elle encore et encore. « Cette mine restera entre les mains des gens de cette région, pas des hommes d'affaires de la capitale, qui n'ont jamais mis les pieds sur cette terre. » En septembre, la minière Henri Dubois était déjà pleinement opérationnelle. Ils embauchèrent 50 travailleurs locaux, construisirent des baraquements pour qu'ils vivent près de la mine. Ils achetèrent du matériel moderne, des foreuses, des wagonnets, des systèmes de ventilation, des rails renforcés. Tobias conçut un système d'extraction sûr suivant tous les protocoles existants. Pas de raccourcis, pas de précipitation. Plus jamais personne ne mourra par cupidité dans cette mine, déclara Catherine le jour de l'inauguration officielle. Je vous le jure sur la mémoire de mon mari. La première cargaison d'or fut vendue en octobre. Les bénéfices furent plus élevés que ce que quiconque avait imaginé. Catherine paya tous les salaires, couvrit toutes les dépenses, mit de côté le pourcentage de M. Gauthier et de Tobias et déposa le reste sur un compte en banque à Lyon. Pour la première fois de sa vie, elle avait de l'argent, du vrai argent, et elle ne savait pas quoi en faire. Un après-midi de novembre, assise dans le bureau improvisé qu'ils avaient construit près du tunnel, Catherine sortit le carnet d'Henri. Elle l'ouvrit à la page où il avait écrit ses rêves. Des écoles pour les enfants de la région, des maisons décentes pour les familles, de l'eau potable pour les villages, un travail juste pour tous. « Je vais le faire », murmura-t-elle en passant ses doigts sur l'écriture irrégulière de son mari. « Je vais réaliser chacune de tes idées. » Elle commença petit à petit. D'abord, elle construisit une école à Saint-Isidore. Petite, 2 salles de classe, mais avec de bons professeurs et du matériel neuf. Lucie et Thomas furent parmi les premiers élèves. Étienne, qui avait maintenant 12 ans, partageait son temps entre les études et l'aide à la mine.
Ensuite, elle fit construire un système d'eau potable pour le village. Ils forèrent des puits, installèrent des canalisations, amenèrent de l'eau propre à chaque maison. Madame Réjeanne pleura le jour où elle ouvrit le robinet de sa cuisine et où de l'eau cristalline en sortit. « Je n'aurais jamais pensé voir ça avant de mourir », dit-elle en serrant Catherine dans ses bras. « Que Dieu vous bénisse, ma fille. » Puis vinrent les maisons. Catherine acheta des terrains et fit construire 20 logements modestes mais dignes pour les familles des travailleurs. Chacun avec 2 chambres, une cuisine, une salle de bain privée, un luxe impensable pour des gens qui avaient vécu toute leur vie dans des masures en pisé. En décembre, la minière Henri Dubois était le plus grand employeur de toute la région. Plus de 100 familles dépendaient directement ou indirectement du travail que Catherine avait créé. Et elle vivait toujours dans une simple chambre près du tunnel avec ses 3 enfants, sans luxe inutile. « Pourquoi ne te construis-tu pas une grande maison ?» lui demanda Tobias un jour. « Tu as l'argent, tu le mérites. »« Non, je n'ai pas besoin d'une grande maison, » répondit Catherine. « J'ai besoin que les enfants de cette région aient un avenir. C'est de ça que j'ai besoin. » Mais tout n'était pas paisible. Le succès attira l'envie. Certaines personnes dans les villages voisins commencèrent à murmurer que Catherine avait profité du malheur de son mari, que l'or devait être partagé entre tous, qu'elle n'avait pas le droit de garder autant. Un jour, une délégation du gouvernement régional arriva. 3 hommes en costume, avec des porte-documents en cuir et des airs de supériorité. Ils voulaient vérifier les permis de la mine, les licences, les contrats. Ils cherchaient des irrégularités pour pouvoir intervenir. Catherine les reçut au bureau avec Tobias à ses côtés et tous les papiers en ordre sur la table. « Vérifiez ce que vous voulez, » dit-elle d'une voix ferme. « Ici, tout est légal, enregistré, sans tricherie. » Les hommes vérifièrent pendant des heures, cherchèrent des erreurs, des excuses. Ils ne trouvèrent rien, tout était impeccablement en ordre. En partant, l'un d'eux murmura entre ses dents. « Quel dommage! Une paysanne ignorante qui a eu de la chance. » Catherine l'entendit, mais ne répondit pas. Elle avait déjà appris que la meilleure réponse à l'insulte était le succès. En janvier de l'année suivante, la minière Henri Dubois était connue dans tout le sud de la France. Des journaux de Lyon et même de la capitale publièrent des articles sur la veuve qui avait trouvé de l'or là où d'autres n'avaient vu que de la pierre. Certains la dépeignaient comme une héroïne, d'autres comme une opportuniste. Catherine ne se souciait d'aucune des 2 versions. « La seule chose qui m'importe, c'est de tenir ma promesse, » dit-elle à Étienne un soir. « Ton père est mort en rêvant d'un monde meilleur. Je vais construire ce monde, même si ça me prend le reste de ma vie. » Un après-midi de février, alors qu'elle vérifiait les livres de compte, on frappa à la porte du bureau. Catherine leva les yeux et se figea. Sur le seuil se tenait une femme qu'elle reconnut immédiatement. C'était Elvire, une des commères de Digne-les-Bains, celle qui l'avait le plus humiliée sur la place, une de celles qui criait qu'Henri l'avait abandonnée. La femme était maigre, vêtue de vieux habits, les yeux gonflés de larmes. Elle resta sur le seuil, n'osant pas entrer. « Que fais-tu ici ?» demanda Catherine d'une voix neutre. Elvire déglutit. « Je suis venue te demander pardon et te demander de l'aide. » Catherine ne dit rien. Elle attendit. « Mon mari est malade, » continua Elvire d'une voix brisée. « Il a besoin de médicaments que je ne peux pas payer. Je n'ai nulle part où aller. On m'a dit que toi, que tu aides les gens. Et je sais que je n'ai aucun droit. Je sais que j'ai été horrible avec toi, mais mes enfants... » La femme éclata en sanglots. Catherine la regarda pendant un long moment. Elle pouvait sentir la vieille colère vouloir remonter. Le souvenir de chaque insulte, de chaque humiliation, de chaque mot cruel sur cette place. Mais elle se souvint aussi de quelque chose qu'Henri lui avait dit une fois, il y a longtemps. « La vengeance ne construit rien, ma chérie. Elle ne fait que détruire. » Catherine ouvrit un tiroir, sortit de l'argent et le tendit à Elvire. « Prends, pour les médicaments et pour la nourriture. » Elvire regarda l'argent, incrédule. « Pourquoi ?
après tout ce que je t'ai fait. Parce que tes enfants ne sont pas responsables de tes erreurs, répondit Catherine. Et parce que je ne suis pas comme toi. Elvire prit l'argent avec des mains tremblantes et tomba à genoux. Merci, que Dieu te bénisse, merci. Quand la femme fut partie, Tobias entra dans le bureau. Il avait tout entendu de l'extérieur. Tu es trop bonne, dit-il en secouant la tête. Je ne suis pas bonne, répondit Catherine. Je suis juste fatiguée de toute cette haine. Mais ce petit acte de pardon déclencha quelque chose d'inattendu. La nouvelle parvint à Digne-les-Bains, et soudain, Catherine commença à recevoir des lettres. Des dizaines de lettres, toutes de gens de son ancienne ville. Certaines demandaient pardon, d'autres de l'aide. Certaines voulaient juste dire qu'elles avaient toujours cru en elle. Des mensonges évidents que Catherine lisait avec tristesse. Un après-midi, en lisant les lettres, Catherine prit une décision. « Je vais retourner à Digne-les-Bains », dit-elle à Tobias. L'ingénieur la regarda, surpris. « Pourquoi faire? Tu n'as plus rien là-bas. »« C'est précisément pour ça, » répondit Catherine, « parce que je n'ai plus rien à leur prouver. Mais il y a des gens là-bas qui ont besoin d'aide, des gens qui souffrent comme j'ai souffert. Et je vais les aider. Pas par vengeance, pas par orgueil, mais parce que c'est la bonne chose à faire. » Elle prépara le voyage pendant 2 semaines. Elle organisa une caravane avec des provisions, nourriture, vêtements, médicaments, outils, argent. Elle engagea des travailleurs pour l'accompagner. Et un matin de mars, avec ses 3 enfants à ses côtés et Tobias à la tête du groupe, Catherine Dubois retourna dans la ville qui l'avait détruite. Mais cette fois, elle n'arrivait pas comme la veuve pauvre et humiliée. Elle arrivait comme la femme la plus puissante de la région. Et quand les portes de Digne-les-Bains s'ouvrirent devant elle, toute la ville sortit pour voir l'impossible devenu réalité. La caravane entra dans Digne-les-Bains à midi, alors que le soleil tombait à la verticale sur les rues poussiéreuses. 5 charrettes chargées de provisions, 20 hommes à cheval et en tête, montée sur un cheval noir que M. Gauthier lui avait offert, Catherine Dubois avec ses 3 enfants. Les gens sortirent de leur maison, regardèrent par les fenêtres, s'arrêtèrent au milieu de la rue. Certains reconnurent immédiatement Catherine, d'autres mirent quelques secondes, et quand ils comprirent enfin de qui il s'agissait, le murmure se propagea comme une traînée de poudre à travers la ville. C'est la veuve, celle qui est partie, celle qui a trouvé l'or. Ce n'est pas possible, c'est elle. Catherine avança lentement sur la rue principale, le dos droit, le regard fixé devant elle. Elle ne chercha pas les visages qui l'avaient insultée autrefois. Elle ne détourna pas les yeux. Elle avança simplement jusqu'à la place centrale, l'endroit même où elle avait subi les pires humiliations. Elle mit pied à terre. Étienne, Lucie et Thomas descendirent derrière elle. Les travailleurs commencèrent à décharger les charrettes sous le regard stupéfait de centaines de personnes qui s'étaient rassemblées autour. Le maire de Digne-les-Bains, un homme corpulent nommé Abondance Tréville, se fraya un chemin dans la foule, l'air nerveux. « Madame Dubois, dit-il d'une voix trop aimable, quelle surprise de vous voir par ici, nous ne savions pas que vous veniez. »« Je ne suis pas venu vous prévenir, » répondit Catherine sans le regarder. « Je suis venu faire ce qui aurait dû être fait il y a des années. » Elle désigna les charrettes. « Il y a de la nourriture pour les familles qui ont faim, des vêtements pour les enfants qui marchent pieds nus, des médicaments pour les malades qui ne peuvent pas payer les médecins, et de l'argent pour démarrer de petites entreprises pour ceux qui veulent travailler avec dignité. » Le maire cligna des yeux, confus. « Mais pourquoi? Cette ville n'a pas été bonne avec vous. »« Non, » admit Catherine, le regardant droit dans les yeux. « Elle ne l'a pas été, mais je ne suis pas cette ville. » Elle se tourna vers la foule. Elle reconnut des visages, beaucoup de visages. Les commères qui l'avaient insultée, les hommes qui s'étaient moqués, les voisins qui l'avaient ignorée. Ils étaient tous là, la regardant avec un mélange de honte, d'étonnement et d'espoir désespéré. « Je suis venue aider », dit Catherine d'une voix claire qui atteignit chaque recoin de la place. « Pas parce que cette ville me doit quelque chose, pas parce que je veux me venger.
Je suis venu parce qu'il y a des enfants, ici, qui ne sont pas responsables de ce que leurs parents ont fait. Il y a des personnes âgées qui souffrent. Il y a des familles qui luttent chaque jour pour survivre. Et je sais ce que ça fait. » Elle fit une pause. Le silence était absolu. Même les chiens avaient cessé d'aboyer. « Mon mari est mort en travaillant, » continua-t-elle. « Il est mort en rêvant d'un monde où les gens s'entraideraient, où personne n'aurait à souffrir de la faim, où les enfants pourraient étudier. Et je vais réaliser ce rêve, ici aussi, même si cette ville ne me mérite pas. » Une femme se mit à pleurer, puis une autre et une autre. Bientôt, des dizaines de personnes pleuraient, les mains sur la poitrine, les yeux fermés, avec des expressions de soulagement et de honte mêlées. Le maire se racla la gorge. « Madame Dubois, la ville vous doit des excuses, d'énormes excuses. »« Je ne veux pas d'excuses, » dit Catherine fermement. « Je veux que vous appreniez, que vous ne traitiez plus jamais une autre femme comme vous m'avez traité, que vous ne jugiez plus jamais sans savoir, que vous ne confondiez plus jamais le malheur avec la culpabilité. » Elle se tourna vers les travailleurs. « Commencez à distribuer, à tout le monde, sans demander de nom, sans demander d'histoire. S'ils sont dans le besoin, ils y ont droit. » Ce qui suivit fut quelque chose que Digne-les-Bains n'avait jamais vu. Catherine et son équipe installèrent des tables sur la place. Ils distribuèrent des sacs de haricots, de maïs, de riz. Ils donnèrent des vêtements neufs, des médicaments. Et à chaque personne qui s'approchait avec un projet honnête, avec l'envie de travailler, Catherine donnait de l'argent. Pas beaucoup, juste assez pour démarrer quelque chose de petit. Un stand de nourriture, une cordonnerie, un atelier de couture. Dans la foule, Catherine vit Elvire. La femme se tenait au fond, n'osant pas s'approcher. Catherine l'appela d'un geste. Elvire s'approcha en tremblant. « Comment va votre mari ?» demanda Catherine. « Mieux » murmura Elvire, incapable de la regarder dans les yeux. « Les médicaments ont fonctionné. Merci. » Catherine lui tendit une autre enveloppe. « Ceci est pour que vous ouvriez un commerce. Quelque chose de petit, ce que vous savez faire. » Elvire prit l'enveloppe et s'effondra. Elle tomba à genoux devant Catherine et se mit à sangloter. « Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. » Catherine la releva fermement. « Je t'ai déjà pardonné. Maintenant, et pardonne-toi toi-même, et fais quelque chose de bien avec cette opportunité. » La scène se répéta des dizaines de fois. Des gens qui avaient été cruels avec Catherine pleuraient maintenant devant elle, demandant pardon, recevant une aide qu'ils ne méritaient pas, mais qu'elle leur donnait quand même. Tobias, observant de côté, secoua la tête avec admiration. « Tu es incroyable », lui dit-il quand ils eurent un moment seuls. « La plupart des gens à ta place seraient venus leur jeter leur succès au visage. »« Et qu'est-ce que j'y gagnerais ?» répondit Catherine fatiguée. « La haine ne construit rien, Tobias. Elle ne fait que détruire. Mon mari m'a appris ça. » Ils passèrent 3 jours à Digne-les-Bains. Pendant ce temps, Catherine rencontra également le directeur de l'école locale. Elle lui donna des fonds pour agrandir les locaux, acheter de nouveaux livres, embaucher plus de professeurs. Elle parla avec le médecin du village et finança une petite clinique pour qu'il puisse soigner ceux qui ne pouvaient pas payer. Le dernier jour avant de partir, Catherine fit quelque chose qui surprit tout le monde. Elle fit construire une fontaine au centre de la place, une fontaine en pierre, avec une plaque de bronze. Sur la plaque était gravé « En mémoire d'Henri Dubois » et de tous les hommes qui meurent en travaillant pour leur famille. Qu'ils ne soient jamais oubliés, qu'ils ne soient jamais jugés, qu'ils soient toujours honorés. Quand les gens lurent la plaque, beaucoup pleurèrent de nouveau, car ils comprirent que Catherine n'était pas venue pour les humilier. Elle était venue pour leur rappeler ce qu'ils avaient perdu, leur humanité. Le maire organisa une cérémonie de départ. Il voulait faire un discours, lui donner une médaille, la prendre en photo. Catherine refusa tout. « Je ne suis pas venue pour la reconnaissance, » dit-elle. « Je suis venue pour tenir une promesse. » Elle monta sur son cheval.
Ses enfants firent de même. Les travailleurs préparèrent les charrettes vides. Et alors qu'ils étaient sur le point de partir, une petite fille sortit en courant de la foule et tendit un bouquet de fleurs sauvages à Catherine. « Merci d'avoir aidé ma maman, » dit la petite fille d'une voix timide. Catherine prit les fleurs et sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. Toute la douleur, tout le ressentiment, tout le poids qu'elle avait porté pendant des années s'évapora à cet instant, en regardant les yeux purs de cet enfant qui ne savait rien des vieilles haines ni des humiliations passées. « De rien, ma puce, » dit Catherine d'une voix douce. « Prends bien soin de ta maman. » La caravane quitta Digne-les-Bains, tandis que toute la ville leur disait au revoir depuis les rues. Certains applaudissaient, d'autres pleuraient. Tous savaient qu'ils venaient d'assister à quelque chose d'extraordinaire, le triomphe, non pas de la vengeance, mais du pardon. Quand ils revinrent à Saint-Isidore, il faisait presque nuit. Catherine était épuisée, physiquement et émotionnellement vidée. Mais il y avait encore une chose qu'elle devait faire. Elle marcha seule jusqu'à la tombe d'Henri. Les 2 bâtons croisés étaient toujours là, bien que quelqu'un, probablement Étienne, y ait ajouté des fleurs fraîches. Catherine s'agenouilla devant la tombe et posa sa main sur la terre. « J'ai réussi, » murmura-t-elle. « J'ai terminé ce que tu as commencé. Le tunnel fonctionne. La mine donne du travail à des centaines de familles. Il y a des écoles, de la nourriture, de l'espoir. Et Évariste est en prison. Il paie pour ce qu'il t'a fait. » Les larmes commencèrent à couler sans qu'elle puisse les arrêter. « Tu me manques tous les jours. Tu manques aux enfants. Étienne te ressemble de plus en plus. Il est bon comme toi, intelligent comme toi. » Lucie a appris à lire et écrit de magnifiques poèmes. Thomas ne pleure plus autant. Ils vont bien, nous allons tous bien. L.E.